Abidjan, le 12 février 2015. Dans l'actualité ce jeudi, le chef de l'État a reçu au palais présidentiel ce matin une délégation du Millennium Challenge Corporation. Cette délégation est venue féliciter le chef de l'État suite à l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme Threshold du MCC. 300 experts et les ministres africains en charge de l'état civil sont en conclave à Yamoussoukro ce jeudi. Ils réfléchissent sur les outils de promotion de l'utilisation des enregistrements à l'état civil et des statistiques qui en découlent pour une bonne gouvernance en Afrique. Les enjeux de la rencontre dans ce journal. Aussi, on s'intéresse ce soir à la CMU, la couverture maladie universelle. Elle démarre ses prestations de soins en septembre prochain avec 4 millions d'assurés attendus, soit près de 17% de la population ivoirienne. Annonce faite aujourd'hui par Karim Bamba, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et puis, à l'étranger, un accord sur un plan de paix en Ukraine a été trouvé ce matin à Minsk en Biélorussie. Après 16 heures de négociations, les 4 dirigeants russes, ukrainiens, français et allemands se portent garants d'un compromis qui a été signé par les émissaires ukrainiens et russes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. C'est jeudi aujourd'hui, la tradition sera respectée. À suivre donc dans cette grande édition, le dossier du jeudi. La ville d'Abidjan connaît ces dernières années de nombreux problèmes d'urbanisation qui ont entraîné un désordre urbain et diverses pathologies urbaines. Qu'est-ce qui a occasionné ce désordre? Que fait l'État pour redonner à la ville d'Abidjan son lustre d'antan? Vous aurez des éléments de réponse dans le dossier de ce jeudi proposé par le service société de la rédaction. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Mais avant, une délégation américaine du Millennium Challenge Corporation, MCC, a rencontré aujourd'hui le président Alassane Ouattara. Dans la ligne de mire, réaffirmer le soutien des États-Unis à l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme Threshold du MCC. Selon Thomas Kelly, vice-président adjoint chargé de la division des politiques et de l'évaluation du programme, les discussions avec le chef de l'État ivoirien ont porté sur les prochaines étapes pour la nouvelle phase après l'éligibilité de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulin. Les efforts de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale pour améliorer sa performance économique reconnue, ce qui traduit son éligibilité au programme Threshold du Millennium Challenge Corporation. La délégation conduite par le vice-président du Millennium Challenge Corporation est venue féliciter le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour avoir permis à la Côte d'Ivoire de franchir cette étape et l'encourager en vue des perspectives nouvelles. As the ambassador has said, this is just the beginning. C'est le début de cette nouvelle phase de notre partenariat avec le gouvernement et le peuple ivoirien. Au nom du conseil d'administration du MCC et au nom du président directeur général du MCC, on est venu ici en Côte d'Ivoire pour offrir notre félicitation à l'occasion de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire pour un programme du Threshold. Cette éligibilité pour un programme du Threshold est un signe, n'est-ce pas, de la reconnaissance de ce que la Côte d'Ivoire a pu réaliser depuis la fin de la crise post-électorale. Donc, on félicite le peuple et le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'ils ont fait sur le plan de réformes économiques et politiques et nous attendons de travailler de très près avec eux pour l'élaboration de ce programme de Threshold. Le programme Threshold du Millennium Challenge Corporation est une subvention qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être éligible à un niveau beaucoup plus large. Il s'agit du programme Compact qui, lui, est destiné à aider, entre autres, au financement des infrastructures. Toujours au palais présidentiel, le président Ouattara a également échangé ce jeudi avec les généraux de l'armée à la retraite. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Même à la retraite, ils demeurent toujours en réserve de l'armée. À preuve, leur expérience et leur expertise ont été sollicitées dans le cadre de la réforme il y a quelques mois du secteur de la sécurité. Les généraux à la retraite, au nombre d'un peu plus d'une vingtaine, ont été reçus ce jeudi 11 février à leur demande par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes en début d'année et les généraux, ce qu'on appelle les généraux de la deuxième section, ont souhaité présenter leurs vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc c'était le premier objet et cela a été fait. Le Président de la République a bien apprécié ce geste qui montre que les généraux à la retraite ne sont jamais à la retraite, puisque comme vous le savez, le 5 janvier, lors de la présentation des vœux, il y a eu un échange d'allocution de vœux entre le Président de la République et les forces armées. Donc les généraux à la retraite ont voulu s'associer à cette manifestation
en début d'année. La deuxième raison, c'est que le président de la République a autorisé que nous puissions travailler avec les généraux à la retraite dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, ce qui nous a permis de bénéficier de leur savoir-faire, de leur expérience, puisqu'ils ont eu à gérer les forces armées à un moment donné de leur carrière, et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, l'ensemble des réformes du secteur de sécurité qui relèvent la défense a bénéficié de leur apport. Donc, ils étaient venus témoigner leur reconnaissance au président de la République pour nous avoir autorisé de bénéficier de leur expérience. Et le président de la République a bien apprécié cela, compte tenu de la qualité des travaux. La troisième, vous savez que les éléphants viennent de remporter la Coupe d'Afrique, la CAN, et c'est la fête dans le pays. Donc, ils ont voulu s'associer à cette joie et venir, n'est-ce pas, encourager et féliciter le président en sa qualité de président de la République qui, avec cette coupe, permet de renforcer la réconciliation entre les enfants de ce pays. Et les généraux à la retraite ne voulaient pas rester en reste de ce grand événement. Donc voici les raisons qui ont motivé ce déplacement des généraux, qui, comme vous le savez, ils sont encore, bien que certains âgés, mais encore frais pour le travail. Ils étaient donc au garde-à-vous tout à l'heure devant le président de la République. Et on voudrait à nous tous les remercier et les féliciter. Rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance de cordialité. Elle a pris fin par une photo de famille. L'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA a tenu hier ici à Abidjan sa 4e réunion ordinaire. L'association a ensuite été reçue au palais présidentiel par le chef de l'État. On retrouve Viviane Haïm. C'est le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Ngolo Coulibaly, qui assure depuis 2013 la présidence de l'AMP-UEMOA, l'association des médiateurs des pays membres de l'organisation sous-régionale. Cette association, créée le 29 octobre 2008 à Ouagadougou, a tenu sa 4e réunion ordinaire ce mercredi 11 février, ici à Abidjan. Réunion consacrée au bilan de ses activités au cours de l'année 2014 et à l'adoption de son programme et son budget pour l'année 2015. En fin de rencontre, le bureau de l'AMP-UEMOA, comprenant les médiateurs du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, du Togo et de la Côte d'Ivoire, est allé saluer le président de la République, Alassane Ouattara, et lui exprimer les félicitations de l'AMP-UEMOA. Nous avons donc tenu notre réunion, 4e réunion ordinaire du bureau de l'AMP-UEMOA, c'est-à-dire l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Et les médiateurs de notre sous-région ne pouvaient pas venir dans les circonstances que vous savez. En Côte d'Ivoire, travailler et ressortir pour partir. En d'autres circonstances, d'ailleurs, ils tiennent à voir le président et à lui rendre une visite de courtoisie. Eh bien, tous les Ivoiriens sont contents aujourd'hui et les médiateurs ont souhaité ajouter leur voix au soutien général qui s'est exprimé au président de la République pour la brillante victoire des éléphants à la CAN 2015. Le ministre de l'intégration africaine, Ali Coulibaly, et le ministre chargé des relations avec les institutions assistaient à cette audience. 300 experts et les ministres africains en charge de l'état civil sont en conclave à Yamoussoukro ce jeudi. Ils réfléchissent sur les outils de promotion de l'utilisation des enregistrements à l'état civil et des statistiques qui en découlent pour une bonne gouvernance en Afrique. Cette rencontre, la 3e du genre en Afrique, vise à sensibiliser les gouvernants et la population sur l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil. La correspondance de notre envoyé spécial à Yamoussoukro, Michel Digré. L'enregistrement des faits d'état civil dans les pays africains demeure encore un souci pour les gouvernants. En Côte d'Ivoire, 45% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés à l'état civil. Les actes de décès et de mariage sont souvent négligés. Les autres pays africains n'échappent pas à cette situation. La situation qui a été décrite ce matin par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est presque la situation la plus partagée en Afrique, notamment au Sénégal. L'Angola, c'est un grand défi, la question de l'état civil, parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les adultes,
sans enregistration de naissance. Tous les faits d'état civil n'étaient pas enregistrés, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner par rapport notamment aux aspects de sécurité et aussi de planification des programmes de l'État. Face à ce constat, les pays africains se mobilisent pour un état civil plus fiable. La 3e conférence des ministres africains en charge de l'état civil veut booster la promotion des enregistrements des faits d'état civil pour que les statistiques qui en découlent constituent un appui à la bonne gouvernance. Ici se joue une problématique majeure du développement de l'Afrique. Qui nous sommes, combien nous sommes d'hommes, de femmes, d'enfants, de quelle catégorie. C'est pourquoi nous devons aller vers des politiques de modernisation de l'état civil. Comment nos États peuvent avoir des politiques de développement, une carte sanitaire, une carte scolaire, développer des infrastructures adaptées si nous ne disposons pas de données statistiques fiables et constamment mises à jour. Le service d'état civil sert à la fois les intérêts généraux et individuels par la collecte, la conservation et la mise à jour des données sur les événements d'état civil, notamment les actes de naissance, de mariage et de décès. Et voilà une opération qui pourra booster la délivrance des actes d'état civil ici en Côte d'Ivoire. En vue du démarrage effectif de l'opération des audiences foraines 2015, les acteurs locaux engagés dans le processus, les autorités préfectorales et judiciaires, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, celui de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques ont été invités à une séance de travail à Grand Bassam. L'objectif est clair, il s'agit de mettre l'accent sur les enjeux de ces audiences foraines sur l'ensemble du territoire national. Abou Sanogo. L'opération Audience foraine 2015 débute la semaine prochaine. Elle va durer 2 mois sur l'ensemble du territoire national et va permettre aux citoyens qui n'ont aucune existence légale d'obtenir des jugements supplétifs d'actes de naissance. L'activité concerne les personnes nées sur le territoire national, âgées de 16 ans et plus et qui n'ont jamais été déclarées à l'état civil. Ces audiences foraines sont initiées conjointement par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. C'est maintenant qu'il faut que nos populations cherchent à avoir leurs documents, avoir leurs papiers, pour aller se faire enrôler, avoir leur CNI et pourquoi pas chercher à se faire recenser sur la liste électorale. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes, les jeunes comme les personnes âgées qui n'ont aucun papier. Donc c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, quand on a constaté que les audiences foraines qui ont eu lieu en 2007-2008 n'ont pas pu régler la question, il ne faut pas qu'il y ait des laissés pour compte. Donc il faut établir des actes de naissance pour ces personnes-là. Il faut que les préfets et les sous-préfets qui sont en contact avec les populations nous appuient et nous aident à sensibiliser les populations à l'importance de la carte nationale d'identité. Et ça, c'est le plus important. Pour la réussite de l'opération, chaque sous-préfet doit créer un guichet dans sa circonscription et il doit prendre toutes les dispositions pour faciliter son accès aux usagers. Notre objectif, c'est de lutter, c'est de mettre tout en œuvre afin qu'il n'y ait pas de sans-papiers encore en Côte d'Ivoire, afin de permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir avoir un extrait date de naissance pour pouvoir établir une carte nationale d'identité. Nous comptons nous impliquer, tel qu'il nous a été demandé pour la réussite de cette opération. Aussi faut-il noter que cette activité va également permettre d'obtenir des jugements supplétifs d'actes de décès pour ceux dont le ou les ascendants décédés n'ont pas fait l'objet de déclarations à l'état civil dans les délais légaux. On en vient à la CMU, la couverture maladie universelle. Elle démarre ses prestations de soins en septembre prochain avec 4 millions d'assurés attendus, soit près de 17% de la population ivoirienne. Annoncé aujourd'hui par Karim Bamba, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie Sénam. 41 sites d'enrôlement sont ouverts aux populations sur l'ensemble du territoire national et l'on note près de 2000 enregistrés depuis le démarrage de l'opération le 30 décembre dernier. Moussa Konaté. 95% de la population ivoirienne ne bénéficie pas de protection sociale. Les dépenses de santé en Côte d'Ivoire sont supportées par les ménages. Pour résoudre ce problème, l'État ivoirien a créé la couverture maladie universelle, un système de protection sociale pour garantir l'accès à des soins de qualité pour toutes les populations. La couverture maladie universelle, telle qu'instituée par la loi,
est organisée autour de deux principaux régimes de couverture. Un premier régime dit régime contributif ou régime général de base à raison de 1 000 francs par mois et par tête à partir de l'âge de 5 ans. Et un second régime dit régime non contributif et qui vise la prise en compte des personnes qu'on peut appeler les personnes économiquement faibles ou les personnes démunies. Et dans le cadre de ce régime, l'État se subroge, n'est-ce pas, aux assurés dans le paiement de leurs cotisations. C'est dit que, en gros, l'assurance maladie, ce n'est pas gratuit, c'est payant. C'est 1 000 francs par tête, par individu, par tête et par mois. Et il y en a qui ont les moyens qui pourront payer. Et ceux qui n'ont pas les moyens, mais l'État payera à leur place. La couverture maladie universelle permettra aux populations de se soigner à moindre coût. Pour en bénéficier, il faut se faire enrôler. 41 sites d'enrôlement sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national. L'enrôlement est gratuit. Les travailleurs du secteur privé, gérés par la Caisse nationale de prévoyance sociale, les fonctionnaires, les retraités des deux secteurs, privé et public, et les producteurs des secteurs de l'EVA et du palmier sont les populations cibles prioritaires de départ. La couverture maladie universelle est obligatoire et concerne toute personne vivant en Côte d'Ivoire. Et ce chiffre, 2391 milliards de francs CFA, ce montant représente les opportunités que prévoit le budget 2015 de l'État ivoirien pour le secteur privé. Comment le secteur privé bénéficiera-t-il d'une telle manne? La question était au centre d'une rencontre qui a réuni ce jeudi le ministre chargé du budget et toutes les composantes du secteur privé, rencontre organisée par le comité de concertation État-secteur privé. Traoré Mahamadou, Jean-Luc Gbagbo. Face à face, Abdourahmane Sissé, ministre chargé du budget et le secteur privé. Une rencontre attendue depuis la promulgation du budget 2015. Budget qui prévoit 2391 milliards de francs CFA en termes de marché public à octroyer au secteur privé. Aujourd'hui, nous comptons présenter en ligne sur les sites du ministère du Budget, mais aussi sur les sites de la Direction des marchés publics et de la Direction générale du budget et des finances, le plan détaillé des passations de marché avant la fin du mois de février 2015. Vous pourrez aller en ligne et voir l'ensemble des marchés qui seront passés prévisionnellement jusqu'à la fin de l'année, de sorte à ce que chaque entreprise et chaque entrepreneur puisse choisir le marché auquel il souhaite postuler. Afin de permettre aux petites et moyennes entreprises PME de bénéficier d'une telle manne financière, l'État a prévu des dispositions. Nous avons mis en ligne 2 manuels de procédure. Un manuel de procédure des dépenses publiques pour permettre à l'ensemble des PME de comprendre le cycle budgétaire de passation des marchés et même le cycle d'engagement et comment se fait une dépense publique. Et nous avons créé un petit manuel aussi de passation de marché pour permettre aux PME ivoiriennes de savoir comment ça marche. Ces 2391 milliards représentent 47% du budget de l'État au titre de l'exercice 2015. Preuve que l'État est bien décidé à inscrire le secteur privé au cœur de la croissance économique. Rappelons que le budget 2015 est estimé à 5014,3 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, célèbre ce vendredi la 4e journée mondiale de la radio. À l'occasion, Maître Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication, à travers une déclaration, a exprimé le soutien du gouvernement aux professionnels du secteur. Cette 4e journée mondiale de la radio ayant pour thème Jeunesse et radio, célébrée ce vendredi à l'occasion pour la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, de magnifier cet important outil de communication de proximité et à large diffusion. La radio, en tant que média accessible et moins coûteux, est particulièrement adaptée pour atteindre toutes les communautés, y compris les populations défavorisées. Par conséquent, elle peut contribuer à la cohésion sociale, à la réconciliation vraie et à des élections apaisées. La radio est donc, à n'en point douter, un acteur privilégié dans la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui œuvre à consolider l'unité nationale
en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La ministre de la Communication, tout en appréciant le choix du thème de l'édition présente, salue le travail effectué par les professionnels de ce secteur. Le secteur de la radio est également pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse. C'est pourquoi j'estime que le choix du thème de la présente édition n'est pas fortuit. Il s'agit d'un rendez-vous majeur pour faire évoluer la présence des jeunes à la radio, dans le but de valoriser et de promouvoir la radio pour les jeunes, la radio avec les jeunes et la radio par les jeunes. Aussi, voudrais-je, au nom du gouvernement, rendre un hommage mérité aux braves femmes et hommes qui animent les radios en Côte d'Ivoire. À toutes et à tous, j'adresse les félicitations du gouvernement pour le travail abattu, surtout lors de la retransmission de la CAN 2015 qui s'est soldée par la victoire des éléphants. Le gouvernement, conscient que la radio nécessite des équipements modernes à la pointe des technologies innovantes, entreprend sans cesse des actions pour rendre davantage performant cet outil de développement. Il entend poursuivre également le renforcement des capacités des professionnels des radios. La journée internationale de la femme 2015 sera célébrée le 8 mars prochain à San Pedro en présence du couple présidentiel. Les festivités marquant cet événement qui vise à faire la promotion des droits de la femme ont été lancées aujourd'hui par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Plusieurs activités sont prévues avant la date officielle de célébration. Le point avec Serge Collier. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant sonne la mobilisation. Pour Anne-Désirée Ouloto, la Journée internationale de la femme 2015 doit être le rendez-vous de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Femmes politiques de tous bords, leaders d'opinion, universitaires, femmes au foyer, toutes doivent s'impliquer dans cette célébration. La Journée internationale de la femme s'inscrit, a-t-elle ajouté, dans le cadre de l'amélioration de la condition de la femme. Beijing plus 20, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente. C'est le thème de la Journée internationale de la femme 2015 en Côte d'Ivoire qui va s'étendre du 6 février au 8 mars 2015, date de la célébration officielle à San Pedro et dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Cette année, en plus de la présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine institutionnelle, le président de la République Alassane Ouattara est annoncé à ces festivités. Nous allons continuer donc dans cette dynamique de solidarité offerte par les éléphants pour offrir également aux Ivoiriens de belles occasions de festivités avec les femmes de Côte d'Ivoire, dans la réflexion, dans la convivialité, pour améliorer tout simplement la condition de la femme. Le pagne officiel de la Journée internationale de la femme 2015 a été présenté par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Il est disponible, a-t-elle dit, dans certains commerces à Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est l'heure du dossier du jeudi. La ville d'Abidjan connaît ces dernières années de nombreux problèmes d'urbanisation qui ont entraîné un désordre urbain et diverses pathologies urbaines. Qu'est-ce qui a occasionné ce désordre? Que fait l'État pour redonner à la ville d'Abidjan son lustre d'antan? Des éléments de réponse dans le dossier de ce jeudi. Il est signé Herman Niamien. À Abidjan, l'urbanisation sauvage gagne du terrain. Sous-quartiers et quartiers poussent comme de petits champignons. Ces habitations qui ne respectent pas toujours les normes de construction ont émergé de façon incontrôlée sur des espaces non viabilisés. Aujourd'hui, nous déplorons beaucoup de désordres urbains. Une ville, il faut savoir que c'est un organisme vivant aussi. Autant où nous voulons une croissance harmonieuse de tous les membres de notre corps, c'est ainsi la ville. Et pourtant, les planificateurs ont prévu le développement d'Abidjan. La ville a bel et bien un schéma directeur dont la dernière révision date de 1990. À l'époque, Abidjan était l'une des villes les plus urbanisées de Côte d'Ivoire, voire même d'Afrique. D'ailleurs, c'est la plus grande agglomération du pays et la plus importante qui abrite les institutions de l'État, les grandes banques et les grandes firmes. Elle représente 65% du potentiel industriel de la Côte d'Ivoire et est le centre des décisions de l'État. Ces beaux édifices lui ont valu son appellation de perle des lagunes. Mais aujourd'hui, un constat est clair. Abidjan connaît un désordre urbain. Les crises d'abord successives qui sont déroulées il y a quelques décennies
n'est-ce pas, ont été vraiment un facteur très déterminant, n'est-ce pas, dans la non mise en œuvre, n'est-ce pas, des infrastructures qui ont été projetées, n'est-ce pas, depuis l'indépendance. Et je pense que la dernière crise, n'est-ce pas, sociopolitique est venue, n'est-ce pas, encore aggraver la situation. Il y a des documents d'urbanisme, d'aménagement foncier, d'aménagement et d'urbanisme qui ont été réalisés. Mais il restait aux différents acteurs, à chacun donc à son niveau, de pouvoir les mettre en application. L'inadéquation entre la croissance de la population et la croissance de l'habitat a fait naître un nouveau type d'habitat. Depuis plus d'une décennie, l'on assiste à l'émergence des lotissements non viabilisés, présentant parfois un cadre de vie insalubre et sous-équipés en infrastructures socio-communautaires. À cela s'ajoutent les quartiers précaires. Ces derniers, au nombre de 137, couvrent 2% de la superficie du district d'Abidjan. Certains quartiers dits UP ne sont pas en reste. Aucun plan d'urbanisme n'est respecté dans la construction des maisons. Des personnes nantis construisent des R+2, voire 3, là où il est prévu des maisons basses ou des R+1. En plus, les jardins publics sont utilisés pour autre chose. Conséquence, plus d'espace vert et d'aires de jeu pour les enfants. C'est le gouvernement qui doit prendre des dispositions pour ne pas que les gens construisent comme ça. Donc, moi, c'est mon avis. Si un terrain est prévu pour les maisons basses et la personne construit une maison élevée, forcément ça va s'écouler. Donc je pense bien que l'État doit avoir ça. Les autres qui ont occupé ces réserves-là empêchent l'eau de circuler. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde subit. Nous allons renforcer nos tests pour pouvoir amener tout un chacun à prendre obligatoirement un contrôleur technique qui va permettre à l'État de savoir que tout ce qui se réalise donc dans les règles de l'art. Les voies de communication sont quasiment inexistantes dans certains quartiers ou sont peu carrossables. Les infrastructures d'assainissement sont insuffisantes et ne desservent que 30% de la population. D'où les nombreuses inondations à Abidjan. L'amélioration de la planification urbaine par l'association des municipalités s'impose donc. Et justement sur la question, l'État a un grand projet pour la ville d'Abidjan. Le projet Grand Abidjan qui devrait donner fière allure au district d'Abidjan d'ici à 2030. Le Grand Abidjan en 2030, c'est de permettre, n'est-ce pas, à pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, le développement spatial et de permettre, n'est-ce pas, à mettre en place un réseau de transport qui puisse favoriser le déplacement, n'est-ce pas, aussi facile et moins coûteux au niveau des populations d'Abidjan. Selon les prévisions démographiques, d'ici à 2050, la population ivoirienne avoisinera les 40 millions d'habitants, dont 10 millions pour la seule ville d'Abidjan. Déjà, avec 5 millions d'habitants, l'on constate de nombreux problèmes auxquels la ville est confrontée. Manque de logements, dégradation des équipements et infrastructures, prolifération des quartiers d'habitat précaires, insécurité urbaine, difficultés de mobilité urbaine tant au niveau de la circulation que du transport collectif urbain. L'une des solutions que préconisent les urbanistes est le renforcement de la politique de décentralisation avec un fort appui au développement économique local. Cela permettra de réduire l'exode rural, surtout l'exode sur Abidjan. La ville telle que nous l'aménageons aujourd'hui, elle reste pour l'éternité. Un jour, ce que nous croyons être l'extrémité de la ville deviendra centre-ville. Vous voyez. Et donc, il faut pouvoir créer d'autres pôles de développement urbain. Et c'est ce que nous faisons. La politique ancienne qui consistait à dire on a fait un centre-ville où sont concentrés tous les équipements, c'est dépassé. Avec le projet Grand Abidjan, ce sont tous les plans d'urbanisme directeurs des 32 chefs-lieux des régions et de districts que l'État entend réviser afin d'impulser une nouvelle dynamique au projet de développement des villes ivoiriennes. Le schéma directeur d'urbanisme du projet Grand Abidjan s'inscrit dans le plan national de développement PND 2013-2015. Sa réalisation débutera cette année et doit s'achever en 2030. Voilà, c'était le dossier du jeudi proposé par le service Société de la rédaction, signé ce soir d'Herman Niamien. Le médecin vétérinaire estime que 60% des pathogènes humaines sont d'origine animale. Pour préserver la santé des Ivoiriens tout en luttant efficacement contre les pathologies animales, le ministère des Ressources animales et halieutiques a organisé récemment un atelier autour de la question. Il est question de réfléchir à l'élaboration de stratégies nationales de lutte contre les différentes maladies animales. Francis Boifo. Tous les médecins des services vétérinaires soutiennent que protéger la santé publique passe aussi par la protection de la santé animale. Nous savons que 60% des pathogènes humains sont d'origine animale, que 75% des maladies animales émergentes
peuvent se transmettre à l'homme. La protection des animaux nécessite le contrôle des conditions dans lesquelles ils sont élevés, transportés et abattus. Pour répondre à ces exigences, le ministère des Ressources animales et halieutiques a initié cette rencontre dont le but est de valider le programme de mise aux normes des services vétérinaires de Côte d'Ivoire, PM-NSV 2015-2020. Le programme de mise aux normes des services vétérinaires vise à coordonner l'ensemble des activités publiques et privées tendant à l'amélioration de la santé animale, du bien-être des animaux, de l'hygiène alimentaire, de la qualité et de la sécurité sanitaire des denrées animales et d'origine animale. La validation du programme de mise aux normes des services vétérinaires s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture 2014-2020.